On va résumer ensemble le livre Effroyable jardin de Michel Quint. Ce livre est dédié à son grand-père qui a connu la Première Guerre mondiale, qui a connu Verdun, à son père qui était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont pourtant voulu qu'il apprenne la langue allemande. C'est ce qu'il dit dans la dédicace, parce qu'il veut échapper à une vision manichéenne. Quelque chose de manichéen, c'est quelque chose qui sépare le bien du mal en montrant que d'un côté tout est bien et de l'autre tout est mal. C'est le contraire d'une vision nuancée. Ensuite, il y a un petit texte en italique pour démarrer le récit. Dans ce texte, il raconte qu'il y a un clown qui a essayé de s'introduire dans le tribunal le jour du procès de Maurice Papon. Du coup, j'ai été chercher un petit peu qui était Maurice Papon. Son nom ne m'était pas tout à fait étranger parce qu'on sait que ça a été un collaborateur, c'est un petit peu même le nom qui incarne l'idée de collaboration. Donc c'est les personnes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont rangées du côté des Allemands et ont accepté de travailler avec eux. Et donc j'ai été chercher et lui, il était un haut fonctionnaire qui a été chargé et qui a accepté la charge, bien évidemment, d'arrêter et de déporter les Juifs qui étaient en France. Ensuite, il y a eu un procès dans lequel il a été innocenté parce qu'il a su prouver que lui ne savait pas pourquoi on lui demandait de déporter les Juifs. Enfin, en tout cas, qu'il ne savait pas comment il serait tué et à quel point c'était horrible. Et puis, dans les années 80, il y a eu de nouveau un procès, alors qu'entre-temps, il avait mené sa vie, il avait été ministre, il a eu tout un tas de charges importantes, dans lequel, finalement, sa responsabilité a quand même été reconnue et il a été condamné et emprisonné. Donc du coup, on avait un clown qui se rendait au procès et qui, à la fin de chaque journée au tribunal, regardait les gens sortir. Ça, c'était une petite intro en italique. Ensuite, le récit démarre véritablement. En fait, pourquoi il y a des moments où ils utilisent de l'italique et des moments où ils utilisent des lettres normales? C'est une forme d'écriture différente pour montrer qu'il y a différents passages. Des fois, on utilise aussi, par exemple, une phrase en italique au milieu d'un texte pour montrer que c'est la pensée de l'auteur ou la pensée de l'un des personnages. Donc, pour en revenir au récit, le narrateur nous raconte que lui, il n'aime pas les clowns. Il les a jamais aimés, il les trouve terrifiants, grotesques, et autour de lui, tous les enfants adoraient aller au cirque, il était super content de voir un clown, ça les faisait rire. Lui, ça le mettait mal à l'aise, il en mangeait plus, il détestait les clowns. Et on va vite comprendre pourquoi. C'est parce que son père, qui était instituteur, je ne sais pas si le livre est autobiographique, mais pour l'instant ça se recoupe bien, vu que le livre est dédié au père instituteur de l'auteur, mais pour l'instant ce n'est que le narrateur, j'irai vérifier si c'est autobiographique ou pas, je vous le dirai dans le prochain résumé. Donc notre narrateur, il a honte parce que son père, qui est un instituteur respectable, apprécié par ses collègues, respecté par les élèves, s'habille en clown, fait le clown, se ridiculise, il porte même les dentelles de sa mère, ce qui est le comble de la honte pour ce petit garçon, des ustensiles abîmés de cuisine, et il se met lui-même des claques, lui-même des coups de pied aux fesses, et il trouve ça vraiment ridicule. Comme s'il il essayait de racheter une faute, comme s'il essayait de racheter le mal du monde. Et ça fait beaucoup de peine à ce petit garçon de voir son père se ridiculiser comme ça devant tout le monde. En plus, il sacrifie les week-ends ou les jeudis, le jeudi c'était le jour de repos de la famille pour aller faire gratuitement ses représentations dans des comités d'entreprise, dans des fêtes de village, etc. Et comme ça se passe dans ce genre de fête, les gens boivent, donc son père à la fin rentre complètement ivre, c'est sa mère qui le couche, qui lui enlève ses habits, et lui il a honte de cette situation dans laquelle son père, qui est une image quand même paternelle, un instit, quelqu'un de bien, se retrouve à faire rire à ses dépens tout le monde, et en plus à négliger sa famille. Il dit même qu'il avait peur que son père choisisse de les inclure dans ce ridicule. Et chaque fois, c'est pareil, son père, au moment de partir, finit par faire un petit peu son petit malheureux pour que sa mère finisse par dire «Allez, on t'accompagne», et les enfants se retrouvaient obligés d'aller assister à ces spectacles affligeants, à boire de la limonade tiède et des canapés rances. Tout ça pour dire que on leur partage le repas sur place. Mais c'est son père qui paye l'essence pour y aller, même son ticket de tram s'il doit y aller, c'est même pas quelque chose qui est rémunéré. Et vraiment, il ne comprend pas pourquoi son père fait ces numéros absolument ridicules. Il dit que le pire jour de sa vie, c'est arrivé en CM2, quand il était dans la classe de son père, où son père est arrivé avec tout son matériel de clown. Il n'a pas été jusqu'à mettre le maquillage, la perruque
et les chaussures. Et lui, il était vraiment mort de honte. Il a été surpris de voir que finalement les autres, surtout ceux qui étaient déjà au certificat, qui connaissaient son père, ne se sont pas moqués de lui parce qu'ils avaient du respect pour lui. Il était quand même apprécié et respecté par les personnes autour quand il n'était pas dans son personnage de clown, mais ça mettait très mal son fils. Pourquoi il est allé en clown à l'école? Ben, on ne sait pas. Nous-mêmes, on se pose la question. On peut même se demander pourquoi il se met aussi en clown dans les comités d'entreprise. C'est pas pour gagner de l'argent. C'est pas son fils. Il dit que c'est peut-être pour se racheter d'une faute qu'aurait commis l'humanité, dans un délire un petit peu religieux. Et nous, pour l'instant, on ne sait pas. On est comme le narrateur. On se demande bien pourquoi cet homme respectable se ridiculise ainsi. J'ai arrêté là la lecture de ce que j'ai appelé arbitrairement le premier chapitre. On est à peu près à la moitié du livre et on lira l'autre moitié très bientôt. On continue le résumé de Effroyable jardin de Michel Quint. Dans mon édition, c'est de la page 23 à la page 42. On a toujours le point de vue de notre héros, c'est-à-dire le narrateur, en supposant ce qui est très probable que le livre soit autobiographique, c'est donc le point de vue de Michel Quint, qui continue à nous parler de son père, de son point de vue d'enfant. Il explique d'abord que quand son père se déguisait une fois par an en clown, les gens souriaient et ne lui en voulaient pas. Il disait que c'était un joyeux drill ou un sacré. Il précise que ça restait en suspens. Un sacré quoi? Certainement pas que c'est une personne qui serait sacrée d'un point de vue religieux, mais que ça restait en suspens. Les gens admettaient qu'il avait quelque chose de particulier. Il dit que son père lui-même reconnaissait qu'il était nul comme clown. Si quelqu'un lui avait dit « Waouh, vous avez des talents de clown », il n'en serait pas revenu, il aurait trouvé ça ridicule. Et le narrateur va comprendre pourquoi, et quelque chose va donner du sens au fait que son père se déguise toujours en clown ridicule. Il va apprendre ça par Gaston. Gaston, c'est un ami de la famille qui est en couple avec une dame qui s'appelle Nicole. Ce sont des gens qui sont pauvres, il utilise l'expression qui tire le diable par la queue, ça veut dire qu'ils ont juste de quoi vivre. Ils n'ont jamais eu d'enfants et c'est un petit peu le drame de leur vie. Il y a aussi un personnage qui revient depuis le début du livre qui est Françoise. Françoise, c'est la sœur du narrateur. Et elle prend toujours des postures très appropriées. Et quand il y a des moments où on voit bien qu'il y a un genre de tristesse, parce que donc ils viennent chez eux à peu près un dimanche sur deux pour passer la journée ensemble, quand on voit qu'il y a un peu une tristesse qui flotte, on sait que c'est parce que Gaston et Nicole n'ont jamais pu avoir d'enfants. Et dans ces cas-là, Françoise prend une tête triste très appropriée. Il dit que sa sœur, elle est capable aussi de pleurer en ayant des larmes sans avoir la figure toute déformée. Il dit, moi, quand je pleure, j'ai le nez qui coule, je fais des grimaces, je suis pas beau, alors que sa sœur, elle sait pleurer très dignement. Et lui, il est agacé. Il est agacé par cette ambiance de malheureux, par son père qui est ridicule en clown, par ce Gaston qui n'a pas eu d'enfant, par Nicole qui est un peu trop potelée. Il dit d'ailleurs que lui n'est pas du tout approprié ni à propos comme sa sœur. Quand Gaston lui propose d'aller faire un petit baby-foot pour combler un petit peu ce manque d'enfants de leur vie, lui, il dit non. Et il dit encore plus quand c'est Nicole qui veut leur apprendre les danses populaires de leur coin. Il dit, en ayant le nez dans ses lolos, non merci. Et il dit aussi que Nicole et Gaston, ils ont souvent des gestes tendres l'un envers l'autre, même en public, mais ça reste bon enfant. Il se demande même d'ailleurs si, en y repensant, son père n'avait pas peut-être des sentiments pour Nicole. Dans son souvenir d'enfant, elle était rondelette, pas très intéressante, mais à y repenser maintenant qu'il est adulte et qu'il écrit, il dit en fait Nicole devait être une belle femme. Et certainement que son père avait dû le remarquer aussi. En tout cas, c'est donc ce couple qui va changer le regard que porte l'auteur sur son père. Ils vont au cinéma et ils voient un film qui s'appelle Le Pont. Et dans ce film, en fait, il y a des enfants à qui on confie, pendant la guerre, la garde d'un pont. Au début, les enfants jouent et sont contents que les adultes leur donnent une mission. Et puis, ça va être un film dramatique où les enfants vont finir par en mourir pour essayer de défendre ce pont. Et du coup, pendant le film, les gens rigolent et donc leurs parents et les amis de leurs parents rigolent aussi, mais le film est tellement prenant et émouvant qu'à la fin, plus personne ne bouge et quand ils sortent, ils sont tout bouleversés. Les dames veulent aller s'acheter des frites, les hommes vont au bar et en fait, le père de l'auteur va se mettre dans un coin et c'est Gaston qui est mandaté par tout le monde. On comprend que Gaston a été envoyé par les autres pour parler au narrateur et lui expliquer des choses qu'il ne sait pas sur la vie de son père. Et en fait, il va se mettre à parler au narrateur de leur passé. Et dans le passé, son père et Gaston ont été résistants.
Ils vont raconter ça au début un petit peu en rigolant. Il dit que Gaston l'a raconté avec ses mots de patois, mais en essayant de choisir les bons mots, en essayant de parler aussi le français correct pour permettre de bien faire passer le message. Il dit, nous, on était jeunes et on a choisi de rentrer dans la résistance plus pour pas tromper l'ennui, mais pour faire quelque chose de leur vie que par idéologie. Il dit, nous, les fanfares militaires, ça nous gonflait, on avait envie de faire notre propre musique. Et ils ont reçu une mission, parce que la résistance donnait des missions aux factions qui étaient dans les petits villages. Donc eux, leur mission, c'était de faire sauter le transformateur électrique de Douai. Et l'auteur, d'ailleurs, situe le livre à ce moment-là. Eux, ils habitaient vers Roubaix et Tourcoing, deux petites villes dans le nord de la France, à la frontière de la Belgique. Des villes ouvrières assez pauvres d'après l'auteur. Et donc eux, les deux jeunes, sont partis pour accomplir leur mission. Ils sont partis sans se soucier du danger, sans faire de plan. Ils y sont allés avec des habits d'électriciens pour que personne ne trouve ça bizarre qui traîne autour du transfo, de la dynamite. Ils ont fait tout exploser. Et ils sont rentrés tranquillement chez eux, chez les parents de la future épouse de l'auteur, donc chez ses grands-parents à lui, chez les parents de sa mère. Ils ont été à la cave où il y avait des bocaux de cornichons et de la confiture, et le lendemain, ils ont essayé c'est le lendemain qu'ils ont été à la cave pour fixer des étagères. Ils étaient même pas cachés. Et à ce moment-là, il y a la commandanture, les gendarmes allemands de l'époque qui occupaient le pays, qui sont venus pour les arrêter. Ils sont descendus dans la cave et à ce moment-là, ils ont cru qu'ils allaient être abattus sur place. Donc ils étaient terrorisés. Ils ont dit dans ces moments-là, on cherche partout autour de soi une belle image à emporter en souvenir. Il dit par exemple, l'idéal ça aurait été le visage d'une femme, mais en face de nous, il n'y avait que des gendarmes, enfin des gendarmes allemands. Il dit donc le seul souvenir que j'ai emporté dans ma tête en attendant d'être exécuté, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être abattus, c'est un beau bocal de cornichons. Et il dit, on a été terrorisés, ils pensaient que c'était le moment où ils allaient mourir, et il dit, on n'avait rien d'autre à faire pour se protéger, alors on s'est donné la main comme deux petits garçons qui vont à l'école. Et en fait, retournement de situation, il y a un gradé qui arrive et qui demande de ne pas les abattre, mais de les emmener au commissariat, enfin l'équivalent du commissariat, la fameuse commandanture. Alors il y a tout un tas de passages où ils expliquent qu'ils sont frappés, qu'ils ont le visage écrasé dans la benne de camion, qu'ils ont la bouche en sang, ils les traînent dans les rues. Ils ont des côtes cassées, enfin bon, on voit que c'est pas la belle vie, mais bon, à côté du fait qu'ils ont failli mourir et qu'ils se rendent compte que quelques minutes avant, ça aurait pu être les derniers instants de leur vie, ils vont finalement être ramenés au commissariat, ça dure assez longtemps, hein, le chapitre est un petit peu plus long que ce que je résume, et ils finissent par comprendre qu'en fait, ils ont été arrêtés comme otages. Otages pourquoi ? Parce qu'il y a des gens dans la résistance qui ont fait sauter le transfo de Douai. Ironie du sort, il se trouve que c'est eux. Et du coup, la population est informée qu'il y a deux otages qui ont été pris, deux jeunes du coin, deux jeunes du village, et que si les résistants qui ont fait sauter le transformateur ne se présentent pas immédiatement pour se dénoncer, on abattra deux jeunes gamins du coin. Évidemment, personne ne peut se présenter vu que c'est eux-mêmes qui ont fait sauter ce fameux transfo. Ils se demandent par quel hasard ils sont tombés sur eux et à la fin, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils travaillent avec les gendarmes locaux et qu'il y a aussi des gens parmi les Français qui sont des balances, pour le dire clairement, et qui se sont dit que ces deux petits margoulins, c'était probablement ou potentiellement eux et qui ont choisi de livrer ces deux gamins à la commandanture. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté le récit. Il restera encore une partie parce qu'il y a 70 pages, donc on va essayer de lire les dernières parties tout d'un coup. Mais on voit que le regard du narrateur sur son père est en train de changer en comprenant quelle a été cette histoire et on comprend aussi la signification du titre qui est « Effroyable jardin ». En fait, c'est l'expression qu'emploie son père pour parler à son ami, pour lui dire ce qu'il cache en eux. Cet effroyable jardin, c'est la guerre, ou alors plutôt les souvenirs de la guerre quand ce sera passé, de toutes les horreurs qu'ils auront vécues, entendues, ou même auxquelles ils auront participé. Ah oui, et quand j'ai arrêté la lecture, ils ont été jetés dans un trou, dans une carrière. Donc une carrière, on prélève de la roche, l'habillement c'est de l'argile, et on creuse des trous, et en fait, ils ont reculé le pick-up, ils ont poussé les deux jeunes hommes, donc son père et l'ami de son père Gaston, avec leurs fusils et ils les ont jetés dans le trou. Les parois sont glissantes, il pleut, ils sont perdus au milieu de nulle part et ils n'arrivent pas à sortir de ce trou, ils imaginent qu'ils vont y mourir. C'est déjà la deuxième fois que ces deux jeunes hommes pensent qu'ils vont mourir depuis qu'ils sont rentrés dans la résistance. Voilà, fin du résumé. On continue le résumé du livre « Effroyable jardin » de Michel Quinte. Dans mon édition, c'est de la page 42 à la page 71. Le père du narrateur et Gaston ont donc été arrêtés.
et jetés dans un trou dans une carrière. Ils ne sont pas seuls, avec eux il y a 2 autres jeunes qui ont le même âge qu'eux, qui sont Émile et Henri. Ils ont aussi été choisis comme otages pour être livrés aux Allemands. Et entre eux, ils vont commencer à s'interroger sur plein de choses. Par exemple, se demander qui est-ce qui les a livrés. Ils ont effectivement parlé du sabotage parce qu'ils sont tous les 4 dans la même équipe de foot. Donc Gaston et le père du narrateur ont effectivement parlé du sabotage quand ils étaient dans les vestiaires de leur club de foot, mais Émile et Henri n'étaient pas là. Donc ils ne voient pas pourquoi eux auraient été accusés aussi. Et puis finalement, ils vont recouper et après la guerre, ils vont encore entendre des informations et ils sauront que les personnes qui les ont vendus aux Allemands, ce sont en fait des gens de l'équipe adverse. Il y a 2 équipes dans la ville de Hénin. Et c'est dans l'équipe adverse du quartier d'en face qui ont pris une grosse raclée parce qu'ils ont vraiment bien gagné au foot, alors que cette autre équipe était censée être la meilleure, qui l'ont eu mauvaise et qui ont balancé donc du coup ces 4 jeunes. Ils sont donc au fond de leur trou, ils ont une vingtaine d'années, ils tournent en rond, ils pensent qu'ils vont être tués dans pas longtemps. Ils sont dans le froid, tout mouillés parce qu'il pleut, couverts de terre, enfin c'est vraiment des conditions très difficiles. Et là, ils voient au bord du trou un jeune Allemand qui est venu monter la garde. Donc ils se disent déjà ils ne peuvent pas sortir du trou et en plus ils se doutent bien que même s'ils arrivaient en haut, ils seraient immédiatement exécutés. Et ce jeune se met à leur faire des drôles de grimaces. Il met la bouche en cul de poule, il fait des grimaces avec ses yeux. Ils se disent c'est pas possible déjà qu'on va mourir et en plus ce crétin se fout de nous. Ils se mettent à le détester. Et après, il s'assoit et il s'apprête à manger son casse-croûte alors que eux, ils crèvent de faim en bas. Et il fait l'idiot, il met la main dans sa poche, il fait comme si le sandwich l'avait mordu, il montre son sandwich, il montre que le sandwich sent bon. Ils se disent, mais c'est pas possible, c'est vraiment un abruti qu'on nous a envoyé. Non seulement on va mourir, mais en plus, il veut nous ridiculiser. Et puis il se met à jongler avec les sandwichs parce qu'il en a plein la poche au-dessus du trou. Et finalement, ils vont réussir à le déconcentrer et lui faire tomber tous les sandwichs. Alors du coup, nos jeunes otages qui sont au fond du trou vont récupérer les sandwichs et vont les manger. Ils sont fous de joie, ils vont se régaler, ils vont même avoir l'encre du journal imprimée sur le visage jusqu'à ce qu'il soit lavé par la pluie, comme la pluie avait lavé le sang. Ils vont même lire ce qu'ils peuvent lire du journal, enfin bon, c'est la grande fête autour de leur trou. Et ils vont s'endormir finalement très mal, contre la paroi, à moitié accroupis, plus ou moins debout les uns contre les autres. Et le matin, le père du narrateur va interpeller le gamin, enfin le jeune allemand qui monte la garde, qui semble être un petit peu simplet, et il va lui dire en français, comme s'ils étaient à la plage, alors qu'est-ce qu'on peut, enfin envoie-nous le petit déjeuner. Et il va leur répondre, tu sais vieux, à l'hôtel des courants d'air, le petit déjeuner c'est du vent. Et là, ils sont choqués, surpris, parce qu'il leur parle en français, sans accent. En plus, en les appelant vieux, c'est une expression locale. Et il va se mettre à leur parler. Il va leur dire, je m'appelle Bernard, mais les gens m'appellent Berne. Il va leur dire aussi les sandwichs, parce que eux s'imaginaient que les sandwichs, c'était sa réserve à lui pour tenir 72 heures la garde au-dessus du trou. Et il dit non, je les ai volés à la cantine, donc il faut que je trouve un autre moyen de récupérer de la nourriture. Je ne peux pas retourner voler dans la même cantine pour pouvoir vous trouver un déjeuner. Alors ils sont tout contents et puis après ils vont se mettre à réfléchir et ils vont se dire c'est peut-être un piège, peut-être qu'il essaye de nous amadouer pour qu'on donne tout le réseau de résistants. Il va finir par revenir avec des pommes de terre cuites à la cendre, un vrai délice parce que tout le monde crève de faim, c'est la guerre, surtout eux qui sont des otages au fond d'un trou. Il va leur donner et eux ils vont même pas dire merci parce qu'ils pensent que c'est un piège. Et puis en fin d'après-midi va arriver une camionnette avec des officiers allemands qui vont se mettre à leur crier dessus en allemand. Eux ils comprennent rien, ils pensent qu'ils vont être exécutés, donc ils essayent de se tenir tous les 4 droits debout, mais il y en a un, Henri, qui est perdu dans ses prières, qui n'arrive pas à se relever, qui est trop ému de se dire qu'il va se faire tuer. Ou non, pardon, c'est pas Henri, c'est Émile. Ils prient en polonais, donc ils le tiennent, ils le mettent debout, ils disent écoute, on va pas mourir comme des trouillards, au moins qu'on se tienne debout. Et puis finalement, ils vont s'arrêter de parler, ils vont demander à Bernard de traduire, et ils ne veulent pas les exécuter. Ils viennent leur dire choisissez l'un de vous qui va être exécuté ce soir, si on ne sait pas qui sont les auteurs de l'attaque du transfo, si les personnes ne se dénoncent pas. Et ils s'en vont. Du coup, ils se retrouvent tous les 4, les otages, au fond du trou, et ils doivent tirer à la courte paille. Émile et Henri avaient déjà plus ou moins deviné que c'était Gaston et le père du narrateur qui avaient commis le sabotage.
Et ça va être confirmé parce qu'ils disent: «Bon, on va tirer tous les 2 à la courte paille pour savoir qui se fait tuer». Et Émile, lui, va dire: «Non, mais moi, je veux participer, il y a pas de raison que ce soit un de vous 2 qui soit tué». Et Gaston dit: «Émile, c'est un sentimental. Il était capable de tomber mort de peur devant le fauteuil du dentiste, alors devant un fusil, c'est même pas la peine d'y penser, mais il avait de la sensibilité, le sens de l'honneur, il voulait pas que ses copains soient fusillés, forcément sans lui, donc il dit: "Moi aussi je vais participer"». Et ils vont être interrompus. C'est à ce moment-là qu'Henri va lui dire: «Ne sois pas bête, s'ils se dévouent tous les 2, c'est parce que, ce sont eux, que les Allemands accusent d'être des terroristes». Et puis ils vont être interrompus par le fameux Berne, le jeune Allemand qui monte la garde en haut du trou, qui va leur dire: «Vous ne devez pas choisir, vous devez vous présenter tous les 4 en disant, si vous voulez tuer quelqu'un, vous tuez tout le monde. Parce que si vous choisissez ce qu'il appelle une victime expiatoire, ça veut dire que vous reconnaissez son autorité, que vous lui reconnaissez le droit de vie ou de mort sur vous. Alors que, évidemment, c'est immoral qu'une personne ait le droit de tuer quelqu'un quand il a envie». Je vais lire sa réplique parce que je crois qu'elle est importante. Il dit: «Consentir à autrui le pouvoir de vie et de mort sur soi, ou se croire si au-dessus de tout qu'on puisse décider du prix de telle ou telle vie, c'est quitter toute dignité et laisser le mal devenir une valeur. Pardon d'être avec cet uniforme du côté du mal». Donc on voit qu'en fait, celui qui prenait pour un idiot, un imbécile, en fait, est plutôt intelligent. C'est lui qui a réussi à apprendre le français et a des valeurs morales. Et puis la camionnette arrive. Donc en toute logique, ils viennent pour récupérer la victime désignée et l'exécuter. C'est là qu'on a arrêté notre lecture. On va reprendre très vite. On va résumer la fin du livre Effroyable jardin de Michel Quint. C'est ce que j'ai appelé arbitrairement le chapitre 4, et dans mon édition, c'est à partir de la page 62 jusqu'à la fin. Ils sont toujours au fond de leur trou, les Allemands arrivent et commencent à leur jeter de la terre dessus. Donc du coup, ils s'imaginent qu'ils vont être enterrés vivants et qu'ils sont venus pour les tuer en fait. D'ailleurs, il y a Henri qui se met à hurler, qui perd complètement la raison, qui essaye de grimper à travers la paroi anglaise, qui s'effondre, qui hurle, qui vraiment a un coup de folie complet et qui ne finit par se calmer que quand il y a un coup de feu qui est tiré. Là, plus personne ne bouge, ils pensent qu'ils vont être abattus, qu'ils vont leur tirer dessus au fond de leur trou, mais l'officier allemand va crier quelque chose et le jeune allemand qui s'appelle Berne va venir leur traduire qu'il ne faut pas s'affoler, ils sont en train d'envoyer de la terre au fond du trou pour pouvoir faire une butée, pour poser l'échelle, ils vont les sortir, ils sont sauvés. Du coup, il y a le fameux Berne qui essaye de leur tendre la main pour les aider à monter parce que l'échelle est trop courte. Ils tombent au fond du trou. Là, tous les Allemands les mettent en joue, ils pensent qu'ils vont le frapper, le tuer, etc. Eux, pas du tout, ils sont contents de voir Berne au fond du trou avec eux et plein de terre parce qu'ils ont sympathisé pendant le temps où il était au bord et qu'il montait la garde. On se rappelle qu'il leur a donné à manger, qu'il leur a montré qu'il parlait français, qu'il avait des valeurs morales. Et du coup, ils finissent par réussir à remettre l'échelle. Les Allemands font sortir le jeune Berne en premier, puis les 4 fameux otages. Quand ils sont dans la voiture qui les emmène, Berne va un petit peu leur expliquer ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui s'est dénoncé, qui a dit que c'est lui qui avait essayé de faire sauter le transformateur. C'était sa femme qui était venue le dénoncer au commissariat, et du coup, que c'était cet homme-là qu'ils avaient exécuté, et que eux étaient libérés parce qu'ils pensaient que le pays avait vraiment livré le fameux terroriste qu'ils recherchaient. Ils vont s'interrompre avant de pouvoir expliquer qui c'est ni comment ça s'est passé, parce que les Allemands vont leur crier d'arrêter de parler, et lui il va faire semblant de crier pour traduire qu'ils doivent arrêter de parler, alors qu'on voit que lui il est un peu sur un entre-deux. Il va juste leur dire, parce que quand ils sont ensemble, ils vont lui demander: «Sinon toi, qu'est-ce que tu fais dans le civil ?» Et le fameux Berne va répondre: «Je suis clown». Et là on comprend mieux pourquoi il faisait toujours des grimaces et les autres pensaient qu'il était complètement débile. Ça nous explique aussi pourquoi le père de l'auteur se déguise toujours en clown. Il dit que c'est une forme de révérence, comme lorsqu'on tire son chapeau. D'ailleurs, lui retire son chapeau pour le remplacer par une perruque rouge. C'est un hommage en fait à ce fameux Bernard Wix, mais on n'est pas au bout des surprises et des recoupements. Ils viennent d'aller voir un film qui s'appelle Le Pont, qui se passe pendant la Résistance, où il y a des enfants qui sont chargés de surveiller un pont. Et l'auteur de ce film s'appelle lui aussi Bernard Wix. C'est leur fameux clown qui est devenu réalisateur de films avec le temps. Parce que le récit, bien évidemment, a lieu des années et des années après la guerre.
Ensuite, du coup, ces 4 jeunes hommes ne sont pas libérés dans leur village pour reprendre leur vie, ils sont déportés. Ils sont envoyés au STO, c'est le service de travail obligatoire. Les Allemands prenaient des jeunes Français pour les faire travailler dans leur pays, c'était une forme de rançon à payer à l'occupant. Et ils vont s'enfuir. Comment est-ce qu'ils vont s'enfuir tous les 4? Ils sont toujours avec Henri et Émile. Ils ont une autre dizaine de prisonniers français avec eux et ils vont sortir sous le nez des sentinelles, en rang par deux, en marchant au pas, comme s'ils étaient envoyés pour aller travailler. Hein. C'est un camp de tri, c'est à Cologne, je pense, et ils font travailler ces gens dans les fermes, sur les routes, etc. Et du coup, ils les voient passer tous à la queue, marchant au pas. Ils pensent qu'ils sont en train de partir en mission et ils vont s'échapper. Une fois échappés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devoir se cacher parce qu'ils sont échappés des camps et ils vont travailler dans les mines, les gueules noires, et ils seront toujours couverts de charbon. Ils vont vivre comme ça un peu clandestinement jusqu'à la fin de la guerre. Entre-temps, ils vont avoir des infos sur la fameuse personne qui s'est dénoncée comme ayant fait sauter le transformateur. Des infos un petit peu surprenantes. En fait, c'est sa femme, une jeune et belle femme, qui s'est présentée au commissariat et qui a dit mon mari veut se dénoncer pour que vous n'exécutiez pas les otages, c'est mon mari qui a fait sauter le transfo. Alors, les soldats allemands du commissariat de la commandanture là-bas vont se dire bah voilà, c'est une jeune femme qui est peut-être mariée avec un vieux con qui veut s'en débarrasser parce qu'elle aime quelqu'un d'autre et elle vient balancer son mari. Mais par curiosité, ils vont aller le voir. Cette femme, elle était très intelligente. Son mari, en fait, vivait ses derniers jours, voire même ses dernières heures. Et ils se sont dit tous les deux, le mari et elle, qu'il valait mieux que sa mort serve à quelque chose. Et du coup, il s'est accusé d'avoir lui-même fait sauter le transformateur. Alors qu'ils étaient des jeunes mariés, ils n'étaient mariés que depuis un mois. Et pourquoi est-ce que les amants vont le croire? Parce qu'ils sont quand même pas eux aussi complètement bêtes. C'est parce que en fait cet homme était un électricien, un vrai électricien, contrairement à eux qui s'étaient déguisés en électricien, qui travaillait vraiment sur la société d'électricité, pour la société d'électricité, et qui les a vus rentrer. Ils étaient déguisés tous les deux, et il s'est dit, c'est juste des gamins qui viennent voler le cuivre, mais ils sont deux, moi je suis seul, donc je vais pas me battre. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas volé du cuivre, ils ont posé de la dynamite et ils sont partis. Sauf que lui, il est rentré pour constater les dégâts, voir ce qu'avaient fait les deux jeunes à l'intérieur du transfo, et il a été grièvement brûlé au dernier degré. Et quand les premières personnes sont arrivées sur place avant les Allemands, ils ont pensé que c'était lui qui avait fait sauter le transfo et que dans une fausse manœuvre, il s'était fait sauter avec. Ils l'ont ramené chez sa femme. Là-bas, il a été caché par tout le monde, mais il était tellement brûlé et impossible à soigner qu'il allait bientôt décéder. Et ils se sont dit tous les deux, sans avoir de rancune envers les deux jeunes résistants du point de vue des Français et du coup les terroristes du point de vue des Allemands, que ces deux jeunes, finalement, ils avaient étaient du coup arrêtés et qu'ils allaient être exécutés et ils n'avaient pas de rancune envers eux. Ils se disaient même que quitte à mourir, autant que ça serve. Et c'est lui qui avait envoyé sa femme, ils s'étaient mis tous les deux d'accord et quand les Allemands viennent et lui demandent est-ce que c'est toi qui as fait sauter le transfo, ils le trouvent, ils disent dans le livre que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Et il va dire oui, c'est moi, et il va un peu les narguer en plus, du coup ils vont être complètement en colère, ils vont l'attraper, ils vont le sortir de son lit de mort, et ils vont le fusiller. Il dit même que pendant que les balles l'ont transpercé, les pansements s'envolaient. Donc du coup ils n'ont pas le temps d'avoir toutes les infos nécessaires, mais quand les choses se calment, que la guerre se termine, eux qui ont été toujours cachés en gueule noire, tous les deux, donc Gaston et le père du narrateur, vont se faire tout beau. Et ils vont aller voir la veuve de ce monsieur qui leur a sauvé la vie pendant la guerre. Ils vont se présenter avec un bouquet de fleurs rasé de près, tout beau, et ils vont tous les deux tomber amoureux de cette jeune veuve qui va les accueillir, qui va leur servir à manger. Eux, ils vont consacrer toute la journée à couper du bois pour elle, pour essayer de lui rendre service. Et cette jeune veuve de l'après-guerre, c'est, roulement de tambour, c'est Nicole, la grande révélation. Et elle choisira d'épouser Gaston. Donc Gaston et Nicole, qui sont des pauvres gens qu'on méprisait un petit peu, enfin que l'auteur méprisait un petit peu quand il était enfant, en fait ce sont deux grands résistants. Et l'auteur donc du livre va ensuite revenir dans le présent du moment où il a écrit le livre, qui est du coup le passé pour nous, mais qui est le présent dans le livre, et le fameux procès auquel un clown s'est rendu. Il dit qu'une fois, il avait rendez-vous avec son père à la gare de Lille. Et quand il est arrivé, il y avait un homme dont la casquette avait roulé par terre et qui était en train d'essayer d'être réanimé. Il n'a pas du tout pensé que ça pouvait être son père parce que son père ne portait jamais de casquette. Il se promenait tête nue comme s'il était toujours chapeau bas
ou alors avec sa perruque de clown. Et quand il va s'approcher, il va voir que c'est son père qui est décédé et il n'a pas eu le temps d'avoir le sentiment vraiment de s'être retrouvé avec son père. La fin du livre, elle est assez poignante et émouvante parce qu'on voit qu'il est un petit peu passé à côté de son père. Et tout comme son père rendait hommage aux jeunes Allemands qui leur avaient donné du courage, de la dignité à manger quand ils étaient au fond du trou, lui va rendre hommage à son père. Et il dit maintenant, je suis devenu quelqu'un de respectable, je suis en train de me rendre à Bruxelles pour, je sais pas, il travaille dans la diplomatie ou quelque chose comme ça. Et avec moi, j'emmène quelque chose qui ferait bien rire mes collègues s'ils le voyaient. J'emmène la valise de mon père. Et il finit avec le tu, comme s'il s'adressait à son père, il l'appelle papa. Et il dit, cette mascarade, aujourd'hui c'est le procès d'un homme dont je ne veux même pas citer le nom. Nous, on se rappelle du nom parce qu'il a été cité au début du livre, c'était le procès de Maurice Papon. Et il dit en fait que ce procès pour lui c'est une mascarade. Parce que les juges qui vont maintenant le juger, dans la vraie histoire ils vont d'ailleurs le condamner, hein. Je pense qu'il mourra en prison, il faudra que j'aille relire, mais je crois de mémoire que c'était ça. On va voir s'ils ont le sens du macabre et le sens de l'humour quand je vais me pointer déguisé en clown. Et pour rapporter le point de vue de l'auteur exact, je vais lire le passage qui en parle, comme ça je suis sûre de ne pas trahir la pensée de l'auteur. Il dit donc demain c'est les heures ultimes du procès d'un homme honorable, un membre du gouvernement français, mais quand il a commencé sa carrière en tant que secrétaire à la préfecture de Bordeaux, il a commis, et là je cite, quelques crimes, mais si fugaces à dire le vrai, si involontaires et si tôt regrettés, mais tout de même des crimes contre l'humanité, parce que Vichy a eu lieu, parce que les parenthèses n'existent pas dans l'histoire, que l'humanité profonde, la dignité, la conformité au bien moral échappent au droit et à la légalité. Il me semble ainsi que ce train m'emporte au procès d'un ogre et d'un monstre, et qu'il est mon devoir de t'y représenter, papa, ainsi que Gaston, Nicole, Berne et les autres, ces ombres douloureuses, d'où qu'elles soient. Pour essayer de le redire avec d'autres mots, il y a un contraste entre le fait que sa carrière démarrait, c'était un jeune secrétaire au ministère, il a fait des petites erreurs, il a promulgué des lois en fait, hein, qui autorisaient la déportation des juifs, qui leur interdisaient d'être comédiens, enfin des lois très dures qui étaient les lois du gouvernement de Vichy, qui étaient une sorte de compromis entre ce que demandaient les Allemands et ce que eux voulaient bien accepter, mais qui a, on le sait, pendant l'occupation, causé la mort de beaucoup de monde. Donc il dit, d'un côté, c'était que des petites erreurs, des balbutiements, il l'a beaucoup regretté, et de l'autre, il dit c'était des crimes contre l'humanité. Parce que la morale est au-dessus, d'après lui, de la légalité. Et du coup, lui, quand il va se pointer avec son costume, il va représenter son père. Il va représenter tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont été déportés, ceux qui sont morts. Il dit ceux qui n'ont pas eu de vie, ceux à qui on a volé toute la vie. Parce que souvent dans le livre, ils disent « c'est pas vrai, on va être exécuté, on n'aura jamais su ce que c'est d'être aimé par une femme ». Il y en a un qui dit « et si j'avais eu une épouse, quel aurait été son prénom ?» Et ça, effectivement, ils sont très nombreux dans la guerre qui sont morts tout jeunes, autour d'une vingtaine d'années. Et il dit que c'est à eux qu'il rend hommage. Et c'est pour ça, à la fin du livre, qu'on comprend qu'il se déguise en clown pour se rendre au procès. Il rend hommage à son père. Et en même temps, il dénonce toutes les personnes qui ont participé pendant l'occupation à ce qui s'appelait la collaboration, qui ont accepté de promulguer des lois pour pouvoir s'entendre avec les Allemands, qui ont arrêté, qui ont dénoncé, qui ont, entre autres, ceux qui les ont désignés comme otages. Et voilà, c'est un livre qui donne un point de vue sur ce qui s'est passé pendant cette guerre. Fin du résumé de notre dernier chapitre, et c'est aussi la fin du résumé du livre Effroyable jardin de Michel Quinte.